Une petite histoire de guerre, chapitre 12. Mrs. Carroll aurait voulu me flanquer à la porte de l'école, mais elle n'a pas osé. Mr. Fink est notre bienfaiteur. Il paye la plupart des factures, si bien qu'on m'a gardé à laisser. Je vais aller voir la psychologue de l'école 2 fois par semaine. Elle s'appelle Mrs. Stone. Elle a un petit bureau sous le toit. Je grimpais là-haut pour passer une demi-heure avec elle. Elle me donnait des tests à faire avec des taches d'encre et des couleurs. Je fermais les yeux et elle me demandait « Jack Dalton, quelle est la première chose que tu vois ?»« Harvey Winters White, l'amiral. Où est-il ?»« Il est couché par terre, madame. Les oiseaux lui picorent les yeux. »« Tu le détestes ?»« Non, madame, je l'adorais. »« Alors pourquoi souhaites-tu qu'il soit mort ?» Je ne souhaite pas ça, madame. Ce sont les patriotes qui veulent sa mort. Ils appartiennent à notre équipe de foot. Ils haïssent les clochards. Tu crois vraiment qu'il y a des garçons des grandes classes qui rôdent en groupe dans le parc et jouent au vigile? C'est quoi un vigile? Un vigile, c'est quelqu'un qui est au-dessus des lois et qui décide tout seul ce qui est bien ou ce qui ne l'est pas. Alors, ils sont bien des vigiles, madame, et même pire que ça. C'est un jugement très sévère porté contre tes camarades. D'autant plus que ce sont eux qui t'ont retrouvé dans le parc. Ils m'ont pas retrouvé, madame. Ils m'ont arraché à mes amis. Tes amis? Harvey Winters White était dans un pénitencier. Il aurait pu te faire du mal. Non, c'est l'amiral. Il m'a appris à faire cuire une pomme de terre dans une boîte de conserve. Il a pris l'argent de ta maman. C'est moi qui l'ai pris. Je l'ai donné à l'amiral. Là-bas, on partage tout. C'est comme ça que vit un clochard. Mais t'es pas un clochard. Si, tu es un élève de cette école, tu as un avenir devant toi. Si je ne peux pas aller à Battant, autant que j'aille vivre dans le parc. Tu ne fais pas beaucoup de progrès, jeune Jack. Comment puis-je demander que se termine ta période d'essai si tu parles ainsi? Je ne dis que la vérité. Tu as fait de la peine à ceux qui t'aiment, tu t'es conduit en renégat. Réfléchis à la vie que tu es prêt à gaspiller pour un fou dans le parc. Ils n'auront de me voir que lorsque tu seras revenu à de meilleurs sentiments. Bien, madame. Mais je ne revenais pas à de meilleurs sentiments. C'était parfaitement clair. J'étais un clochard qui faisait semblant d'être élève à mon école. J'ai perdu mon talent pour les rédactions. Barnaby Rosenstock recevait toutes les étoiles d'or. Moi, j'étais un fantôme. Je n'avais même plus le diable pour me réconforter. Morissette portait sa bague de fiançailles. Elle passait ses après-midi à l'astiquer jusqu'à ce que Mr. Franklin l'oblige à l'enlever. Quand c'était mon tour d'être interrogée, j'avais l'impression que les questions rebondissaient à l'intérieur de mon crâne. Je me sentais comme une momie, entortillée dans des mètres et des mètres de tissu. Je restais après la glace pour essuyer tout ce que Mr. Franklin avait noté au tableau. Où es-tu, Jack? Tu n'es pas dans la classe. Vous ne savez donc pas? Je suis un incendiaire. Qu'a-t-il bien pu se passer pour l'amour du ciel à la fête d'Arturo? J'ai entendu la voix du diable, qui m'ordonnait de monter au premier étage et d'y mettre le feu. Dis-moi un peu plus sur ce diable, dit Mr. Fink, dit Mr. Franklin. Il n'y a rien à en dire, il était dans ma tête, je l'écoutais et je suis devenu moi-même le diable. Et maintenant, qu'est-ce que tu es? Un garçon qui n'a plus de patrie. Mr. Franklin m'a aidé à effacer le tableau. Vous êtes sans doute un boursier, vous aussi, ai-je dit, comme Jack. Non. Mon meilleur élève s'est enfui, et je veux qu'il en revienne. Je ne savais pas quoi dire. Je voyais combien il était triste parce que son Jack ne faisait plus rien, mais après avoir reçu les leçons de l'amiral, je trouvais que l'école n'avait plus beaucoup de sens pour moi. Dans Riverside Park, j'avais franchi toutes les étapes de la maternelle aux grandes classes. J'avais confiance en Mr. Franklin. C'était la seule personne à qui je pouvais parler du diable, mais il ne lui restait plus rien à m'apprendre. Je suis sortie dans le froid. L'équipe de foot était en train de s'entraîner sur son terrain. Elle s'entraînait toute l'année, été comme hiver. Nos joueurs étaient champions régionaux.
Il battait un jour sur deux les écoles de New York, du Connecticut et de New Jersey. Des entraîneurs professionnels venaient s'asseoir dans les tribunes pour les regarder jouer. Les Matlock avaient déjà des bourses. Paul pour aller à l'université de Harvard et Matthew à celle de Yale. Ils étaient horribles à voir avec leurs maillots rembourrés aux épaules. Mais ils couraient aussi vite que des Indiens au galop et savaient faire s'envoler un ballon de foot comme un oiseau. Ils n'avaient vraiment pas besoin de s'embêter avec un pyromane. Ils m'avaient ramené à l'école et pour eux, j'étais maintenant devenu invisible. Il ne pouvait y avoir aucune relation suivie entre les élèves des petites classes et ceux des grandes. C'est comme ça, hein, c'est la vie. J'ai vu le grand Hans assis devant l'escalier de son sous-sol, en train de tirer sur sa pipe. Hello, Mr. Jack, m'a-t-il dit. Hello, Hans. Je suis content que vous soyez rentré à la maison. Oh, l'école, c'est plus ma maison, ai-je dit. Ma maison, c'est maintenant, chez les clochards de Riverside Park. Pouh, ça c'est complètement idiot, Mr. Jack. Vous êtes peut-être à la Maison Blanche un jour, hein? Vous avez éducation. Et je me retrouverai mariée à une tête de cheval? Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. J'aimais bien Mrs. Roosevelt en réalité. Ah, cela a blessé Nancy. Une photo d'elle était accrochée au mur de sa chambre, mais les mots m'avaient échappé. J'étais comme un monstre solitaire qui ne sait que cracher du sang jaune et dire des choses horribles. J'avais franchi la frontière d'un pays sauvage. Un pays d'où l'on ne revient pas.